Allô? Allô, vous m'entendez? On vous entend, Brice Dution, parfaitement. Allô, Vous Boris? nous en- Oui, vous nous entendez? Ah, c'est bon, oui. Oui, bonjour, bonjour Boris, bonjour à toutes et à tous. Excusez, je Bon, suis sous l'orage, donc j'espère que la ligne est suffisamment bonne. oui, oui, on vous entend. On vous entend, on vous entend. Bien, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième direct le mardi soir, comme convenu. Et on va se retrouver tous les mardis soirs jusqu'à début juillet pour échanger. Je vais faire comme la semaine dernière. Dans un premier temps, je vais répondre aux quelques questions qui ont été synthétisées par Boris en fonction d'un certain nombre de thématiques. Et puis, dans un deuxième temps, durant le deuxième quart d'heure, je répondrai aux questions qui ne manqueront pas de m'être posées par vous en direct au fil de l'échange. Voilà, alors je vais essayer de parler de la deuxième semaine de cours dont l'intitulé est le territoire de toutes les cultures, puisque vous avez compris que ce MOOC est un MOOC d'acculturation, donc c'est vraiment la culture générale que nous proposons avec toute l'équipe qui a travaillé avec moi, Nicolas Monco du MUMCUR, et puis deux conservateurs du patrimoine, Julie Faure et Philippe Verga. Ce MOOC d'acculturation a pour vocation, dans cette deuxième partie, de vous montrer comment le tourisme et la culture façonnent les identités territoriales, comment ce lien contribue à la valorisation, à la dynamique territoriale et économique, que l'on parle de différentes échelles, régions, départements ou des échelles plus locales, que l'on parle aussi d'espaces urbains, mais également d'espaces ruraux. Et aussi, vous l'avez compris, en fin de cette semaine, nous avons aussi essayé de mettre un petit focus sur les territoires d'outre-mer, puisque bien sûr, cette relation particulière existe également dans les territoires ultramarins. Alors pour commencer, j'ai regardé un petit peu les questions qui m'avaient été posées. En gros, je vois une certaine forme de typologie avec trois thématiques qui me semblent revenir régulièrement. La première thématique porte sur le lien entre tourisme culturel et territoire. J'y reviendrai dans quelques instants. Le deuxième thème qui a visiblement éveillé un certain nombre de curiosités et de questionnements pour certains ou certaines d'entre vous. Vous êtes à ce jour 4500 inscrits, donc il y a beaucoup de questions et j'ai porte sur la question des festivals. Donc je reprendrai aussi un certain nombre de sujets se rapportant au lien entre festivals et dynamique économique et territoriale. Et puis le troisième point porte sur la question des labels, les labellisations dont vous avez compris qu'elles étaient nombreuses en France. J'imagine aussi que pour celles et ceux qui ne vivent pas en France métropolitaine et ultramarine, mais qui sont dans des pays francophones ou pas à travers le monde, cette question de la labellisation est aussi une vraie question euh, d'attractivité des territoires et j'y reviendrai également, ce sera le troisième point. Voilà ce que je vous propose. N'hésitez surtout pas, bien entendu, pendant que je déroule le fil de ma pensée, de mes quelques propos, à me poser des questions. Je les verrai défiler sur la droite et je sais que Boris sera particulièrement vigilant à m'en faire part si je devais en louper quelques-unes. Alors sur la première thématique, tourisme culturel et territoire, il y a un certain nombre de remarques qui ont été faites et je vais essayer d'y répondre et de les traiter dans les 5 minutes qui viennent. Le premier sujet euh, porte sur la refonte des territoires en France, puisqu'il ne vous a pas échappé que l'une des passions françaises, en dehors du patrimoine et de la culture, c'est la question de notre millefeuille territorial. Vous savez qu'en France, nous avons 13 régions, nous avons une centaine de départements, nous avons 36 000 communes, ce qui fait de l'espace français
le champion européen, toute catégorie, de ce découpage administratif, puisque je le dis souvent, en France, il y a autant de communes qu'il y en a dans les 27 autres États membres de l'Union européenne. Donc, la refonte territoriale qui est née notamment de la loi NOTRe, qui a été votée il y a quelques années maintenant, a bien sûr redéfini un certain nombre de limites géographiques, notamment avec le passage de 22 à 13 régions. Et beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur ce lien entre territoire administratif et territoire touristique, territoire de consommation touristique. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit que on est aujourd'hui davantage dans des logiques de destination touristique plutôt que de territoire administratif se rapportant à une responsabilité touristique à part entière. Deux exemples pour l'illustrer. Lorsque des visiteurs nationaux veulent se rendre, par exemple, sur un territoire culturel connu, on va prendre de Nîmes. Nîmes, bien sûr, c'est dans une nouvelle région, l'Occitanie, à proximité donc avec le musée de la Romanité, avec un patrimoine très important, notamment de vestiges gallo-romains jusqu'au pont du Gard. Et on sait que l'incidence de ce tourisme culturel dépasse largement le strict cadre régional, puisque, par exemple, une étude publiée il y a maintenant une petite dizaine d'années par ICOMOS montrait que l'incidence, par exemple, et l'influence du pont du Gard sur les économies locales jouait sur l'ancienne région Languedoc-Roussillon, mais également sur des départements limitrophes qui sont aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Ardèche, par exemple. Donc, il faut avoir à l'esprit que le découpage administratif qui existe aujourd'hui en France, et c'est très vraisemblablement la même chose dans beaucoup de territoires étrangers, a aujourd'hui d'incidence purement directe sur les consommations qui, elles, sont plutôt régies par la logique de destination. Je pense qu'il faut que vous ayez ça à l'esprit. Quand on travaille sur des stratégies touristiques, bien sûr, on est à l'échelle de territoire, mais aujourd'hui, on est davantage sur des idées de destination. J'en reparlerai dans quelques semaines, notamment avec ce qui existe en France, un dispositif très intéressant qui est en voie de progression, qui s'appelle les contrats de destination. Donc c'est la première réponse. Les évolutions des frontières régionales, bien sûr, ont des incidences sur euh, la, 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 la stratégie politique, le financement d'un certain nombre de projets, mais sur les consommations, donc les offres que les prestataires doivent développer, je crois qu'il faut que vous ayez à l'esprit, toutes et tous, que le touriste ne s'arrête pas aux frontières administratives. C'est un élément essentiel à comprendre. Moi, je me bats souvent avec beaucoup d'élus en France sur cette logique-là. Les élus aimeraient, par exemple, capter des clientèles une nuit de plus sur leur territoire. Les touristes vont où l'attractivité culturelle est, mais surtout où l'offre touristique culturelle existe. Une offre packagée à la fois de l'hébergement, de la restauration et bien sûr des visites culturelles dans un certain nombre de sites. Le deuxième exemple qui vous a, je crois, intéressé, c'est dans ce lien entre tourisme culturel et territoire, l'exemple de Clermont-Ferrand avec l'interview de Vincent Garnier, le directeur général de l'Office de tourisme de Clermont-Auvergne Tourisme. Alors là, on est à l'échelle de métropole. C'est une échelle de pertinence dans le développement touristique qui est assez récente en France. Et l'on sait que ce sont à la fois les régions et les métropoles qui portent les principales dynamiques économiques touristiques aujourd'hui en France. Donc c'est un exemple assez intéressant parce que Clermont-Ferrand, ce n'est pas faire injure aux Clermontois que de le dire aujourd'hui, n'est pas l'une des plus grandes métropoles françaises. C'est une des plus grandes entre la 20e et la 30e métropole française. Donc c'est une métropole importante. Et donc on voit que sur ces territoires, ces métropoles sont des portes d'entrée, sont des catalyseurs de dynamique territoriale, comme beaucoup d'autres métropoles peuvent l'être. Il peut y en avoir plusieurs à l'échelle d'une région, bien entendu, et on voit que ce sont des projets à l'échelle de ces territoires, comme l'a souligné Vincent Garnier, qui sont aujourd'hui assez pertinents. Et puis le troisième exemple qui vous
posé un certain nombre, qui vous a fait poser ou me poser un certain nombre de questions, c'est notamment sur la refonte territoriale à l'échelle des villes et la refonte notamment de ce qu'on appelle les offices de tourisme. Aujourd'hui, il faut que vous ayez à l'esprit qu'il y a à peu près 1500 offices de tourisme en France qui sont devenus pour une grande partie d'entre eux des EPIC, c'était des établissements publics à caractère industriel et commercial. C'est-à-dire que ce sont des structures qui évoluent et qui sont obligées d'évoluer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est bien sûr la concurrence de plateformes de voyage. Donc, accueillir des visiteurs pour leur donner des brochures, mais ce n'est plus vraiment le métier d'un office de tourisme. C'est d'abord les accompagner en amont du voyage, leur donner des émotions, leur donner des conseils, bien sûr, sur la destination, leur vendre des prestations également. Donc, ça veut dire qu'on est dans une évolution réglementaire qui transforme les offices de tourisme en un conseil de voyage, à la fois à destination, bien sûr, des visiteurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, mais également, et je crois aussi qu'il faut l'avoir à l'esprit, à destination des entreprises touristiques à l'échelle, que ce soit des entreprises culturelles ou patrimoniales, ou d'autres entreprises, par exemple des structures d'hébergement ou de restauration. Voilà en gros pour la première thématique, tourisme culturel et territoire. Donc vous l'avez compris, c'est une thématique centrale, une thématique importante puisque les territoires sont multiples, sont variés, sont très importants. Et je crois qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est le fil conducteur de tout ce qu'on a souhaité vous dire, c'est que quelle que soit l'organisation territoriale, quelles que soient les consommations touristiques, le visiteur, national ou international, ne se limite pas au simple périmètre administratif. Il faut que vous, professionnels de la culture, professionnels du tourisme, soyez convaincus que capter des visiteurs, c'est aller les chercher sur d'autres territoires que ceux que vous pratiquez quotidiennement. La deuxième thématique porte sur les festivals. Et un certain nombre de questions ont été posées sur le festival comme étant aujourd'hui l'un des seuls moments de lien profondément tissé entre les habitants et les visiteurs d'un territoire. Je crois que vous avez totalement raison. Aujourd'hui, les festivals et ceux qui fonctionnent vraiment bien, alors il y en a beaucoup, des Vieilles Charrues en Bretagne, des festivals de musique, d'autres, les Folles Journées de Nantes, par exemple, qui sont un festival absolument remarquable, le festival de piano de la Roque d'Enterron, enfin bref, il y en a beaucoup, festival de théâtre d'Avignon, et j'en oublie bien sûr, avec un exemple, oui, j'y pense à l'instant, le festival Jazz in Marciac, qui est un des meilleurs exemples de ce lien entre habitants et festivaliers. Jazz in Marciac, Marciac c'est moins de 2000 habitants, c'est des dizaines de milliers de visiteurs, sont des retombées économiques très importantes. Donc ce lien doit être profondément travaillé. Un festival ne doit pas venir s'imposer sur un territoire, mais doit venir souligner les compétences de ce territoire, les compétences artistiques, les compétences humaines, et c'est un lien qui travaille beaucoup. Et vous l'avez compris, l'un des exemples qu'on a souhaité mettre en lumière dans ce MOOC, c'est celui du voyage à Nantes, avec l'interview de Jean Blaise, qui visiblement a intéressé beaucoup d'entre vous. Non seulement Jean Blaise est un être humain sympathique et formidable, mais ce qu'il a inventé à Nantes, avec ce lien de tous les acteurs, une sorte de fédération de tous les acteurs, et je crois que c'est aussi une autre thématique sur laquelle vous devrez travailler à l'avenir, que ce soit les acteurs du monde de la culture, du monde du tourisme, et quand je dis tourisme, c'est vraiment tous les acteurs, les transporteurs, les hébergeurs, les restaurateurs, bref, tout l'ensemble de cette chaîne de valeur touristique, encore d'autres acteurs au-delà, y compris les collectivités, ben vous avez compris, c'est ce qui fait vraiment la recette, le ticket gagnant d'un festival, en dehors de sa programmation, bien entendu, mais ça, vous l'avez sans doute parfaitement à l'esprit. Et puis la troisième idée liée au festival, c'est les festivals sont aujourd'hui considérés comme, pour beaucoup en tout cas, comme des poumons économiques à l'échelle du territoire. Alors c'est vrai pour beaucoup de festivals. Je pense qu'il ne faut pas non plus multiplier les festivals à foison sur l'ensemble des territoires. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées ces dernières années sur les retours sur investissement pour les collectivités notamment,
quand on parle d'économie des festivals, il y a plusieurs ratios qui circulent comme ça, que on a cité dans ce MOOC, le Festival de la Roque d'Enterron, 1 € investi par les collectivités, 23 € de retour sur investissement pour le territoire, d'autres un peu moins élevés, bien entendu. Je peux vous donner un exemple, un plus petit événement, les médiévales de Provence et les Marne, 1 € investi par la collectivité, c'est à peu près 10 € de retour sur investissement pour le territoire, selon une étude de la Chambre de commerce de Seine-et-Marne. Bref, on le voit, les festivals, quand ils sont portés par l'ensemble des acteurs, lorsqu'ils visent une clientèle, qui peut être d'ailleurs une clientèle locale, ben, généralement ça fonctionne, ça permet de dynamiser les économies en un temps tout à fait réduit, hein, puisqu'un festival généralement sur un temps assez court, mais c'est évident que ça permet de développer une économie à part entière sur ces territoires. Donc n'oubliez pas le lien fondamental, culture, habitants, visiteurs, c'est un lien essentiel, central de toute prestation. Et puis la troisième question qui est revenue souvent dans les messages qui ont été postés et synthétisés par Boris porte sur la labellisation. Et il y a plusieurs messages qui ont été postés, notamment sur le label euh, Entreprise découverte avec Cécile Pierre, aussi sur l'interview que j'ai menée avec Nicolas Le Goff et son guide sur l'autre Paris. Bref, vous avez compris, bien sûr, des labellisations stars, l'UNESCO, mais dans le fond, c'est une quarantaine de sites classés au patrimoine de l'UNESCO en France. Il y a d'autres labels. Il y a sans doute trop de labels parce qu'on a essayé d'en citer un certain nombre. Il y a des nouveaux labels qui ont été créés depuis une vingtaine d'années qui rencontrent un vrai succès. Par exemple, je pense au label des Jardins Remarquables, qui correspond à une vraie attente des visiteurs, avec notamment, par exemple, un festival lié à Chaumont-sur-Loire, dans le Val-de-Loire, que vous devez connaître. Donc on voit que la labellisation, bien sûr, ça permet de mettre la lumière sur un certain nombre de sites, et ça c'est absolument essentiel. Il y a des labellisations qui rencontrent de véritables succès, on a parlé d'entreprises et découvertes, le tourisme de découverte économique, je crois que c'est quelque chose qui a un très grand avenir. On a été très en retard en France par rapport aux Européens, l'Angleterre et surtout l'Allemagne qui a inventé ce type de tourisme. Et je crois que la labellisation, lorsqu'il y a une vraie méthodologie, lorsque la labellisation est relativement incontestable, c'est-à-dire qu'elle répond à la fois aux richesses territoriales, aux attentes des visiteurs, mais aussi bien sûr aux attentes des entreprises, bah, ça rencontre un véritable succès. D'autres labellisations, je n'en parlerai pas devant vous ce soir pour ne pas être désagréable, fonctionnent moins parce que ça répond sans doute moins à l'attente d'un certain nombre de visiteurs. On pourrait donner aussi d'autres exemples, les grands sites de France qui sont des sites qui ont une importance relativement élevée, notamment dans l'attractivité et qui constituent des portes d'entrée de territoire. On parlait la semaine dernière du Morvan. Au sud du Morvan, au Saône-et-Loire, il y a la Roche de Solutré, par exemple, qui fait partie de ces classements. Bref, la labellisation, à la seule condition qu'elle soit représentative des richesses territoriales, bien sûr, ça fonctionne, c'est un dynamiseur d'attractivité territoriale et il est évident que ce sont des éléments essentiels à mettre en valeur pour vous, professionnels, parce que vous devez être bien sûr sur la qualité de vos prestations en tant que telles, mais aussi sur la qualité de prestations qui existent à proximité de vos offres touristiques effectives. Voilà en gros la façon dont je voulais introduire le deuxième chat avec vous, la deuxième conversation avec vous en ce mardi 4 juin. Je vous cède la main peut-être pour voir quelles ont été les questions qui ont été posées durant ce petit quart d'heure. N'hésitez pas à me poser toutes les questions et puis j'y répondrai bien sûr dans le quart d'heure qui vient. Alors, il y a une question d'un couple de troisième âge qui dit
Est-ce qu'il y a vraiment des moyens adaptés pour les personnes de plus de 75 ans pour qu'elles accèdent aux offres proposées Donc c'est la pour question. les voyages touristiques? Alors, j'en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière et je vais le redire devant vous aujourd'hui. Je suis aujourd'hui intimement convaincu que le vieillissement de la population, l'évolution démographique, hein, on dit qu'en 2030, 25% de la population européenne aura au moins 70 ans. Bah, c'est quelque chose qui doit être pris en compte très largement dans les stratégies, à la fois à l'échelle des territoires, mais aussi dans les stratégies d'attractivité et de développement des entreprises touristiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sans doute, il y a encore des carences. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par des petits opérateurs privés. Je pense notamment à un label, pour faire le lien avec la question précédente, qui s'appelle Tourisme Handicap. Il y a beaucoup de structures d'hébergement qui ont investi pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Donc ça peut être des personnes handicapées, mais également des personnes âgées qui ont des difficultés de mobilité. Et il est évident qu'aujourd'hui, en dehors des structures d'hébergement, beaucoup d'établissements culturels ont également investi dans cette labellisation, notamment des nouveaux musées ou des structures muséales ou patrimoniales qui ont connu des investissements de rénovation. Et je crois aujourd'hui que c'est un élément euh, discriminant, mais faiblement au sens du terme, puisque le vieillissement de la population, il est évident là-dedans, mais oui, monsieur, madame, vous avez parfaitement raison. On n'a pas assez fait encore en France à destination du troisième, voire du quatrième âge. Alors, Une il y autre a question, une Boris. autre question d'un internaute qui est inquiet par rapport aux chantiers archéologiques découvertes voués à disparaître sous des tonnes de béton. Que faire pour résister à cela? Alors, il y a une autre question d'un internaute qui est inquiet par rapport aux chantiers archéologiques découvertes voués à disparaître sous des tonnes de béton. Que faire pour résister à cela? Alors, ça, c'est une question importante, comme dans tout chantier archéologique. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on creuse un sol, il y a obligation de mener des enquêtes archéologiques, des fouilles archéologiques, donc qui sont menées par l'INRA. Il y a un institut que vous devez connaître, en tout cas pour la France, bien entendu. Et ensuite, bah, il y a une durée légale de fouille. Ce délai légal, les opérateurs peuvent recouvrir tout ou partie de ces fouilles. Donc ça veut dire que ben, on a pour certains la volonté de préserver une partie de ces fouilles, donc qui peut être fait dans un certain nombre de sites patrimoniaux. On a la volonté de les préserver aussi sur place, mais il est évident que quand on, par exemple, et quand on fabrique des autoroutes, je pense notamment à ces infrastructures ou des lignes de chemin de fer à grande vitesse, ben, il y a pas mal de sites archéologiques qui sont détruits pour la cause du développement économique. Alors, on peut le contester. Malheureusement, c'est un fait économique. Voilà, donc j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que heureusement que l'INRAP existe pour mettre en valeur, même à court terme, ce patrimoine archéologique absolument essentiel. Une question d'un autre internaute? Oui, si c'est possible Une pour autre moi. question, Boris? Allez-y, on vous écoute, monsieur. Une question d'un autre internaute? Allez-y, monsieur, on vous écoute. Moi, Allez-y. Bonjour, monsieur. Je vous écoute, monsieur. On ne vous entend pas. Monsieur, on vous écoute. beaucoup de problèmes depuis le début.
Vous m'entendez mieux Vas-y. peut-être? Oui, on vous entend. Voilà, donc juste pour faire une précision, l'archéologie en fouille est ouverte à la concurrence, donc c'est un secteur culturel ouvert à la concurrence. L'archéologie en fouille est ouverte à la concurrence, donc c'est un secteur culturel ouvert à la concurrence. Ouais, c'est vraiment très mauvais de mon côté, je suis désolé. Je vous conseille de... Ouais, c'est vraiment Je peux vous proposer peut-être d'envoyer la question par écrit. Oui, je vois quelqu'un qui dit le son est très mauvais, on ne comprend pas la question. Moi, j'ai pas du tout entendu la question. Je pense que l'orage a perturbé la réception. On va essayer de nouveau de redonner la parole à ce monsieur. Bon, on va peut-être essayer de retrouver le. La réception va essayer de redonner la parole à ce Voilà. monsieur. Est-ce qu'il y a une autre question en attendant, cher Boris? Alors, a priori, je n'ai pas encore de questions qui apparaissent dans le chat. Vous avez répondu à beaucoup de questions qui étaient posées au cours des derniers jours. Alors, a priori, je n'ai pas encore de questions qui apparaissent dans le chat. Vous avez répondu à beaucoup de questions qui étaient posées au cours des derniers jours. Et les personnes qui sont en ligne, là, je vois, il y a 14 personnes. Surveille aussi sur mon petit écran qui est sur ma gauche. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions qui pourraient m'être posées? On a encore 5 minutes. Après, je crois, Boris. Exactement, oui. Il reste même pas, normalement il reste 3 minutes, mais on peut être un peu plus long ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi Il y a ça. vous, messieurs, dames? N'hésitez pas à les poser dans la partie chat. Il reste 3 minutes, mais on peut être un peu plus long ce soir. Parfait. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous, messieurs, dames? N'hésitez pas à les poser dans la partie chat. alors peut-être que je vois si vous m'entendez cette fois. Ben, c'est le monsieur, je crois on avait en ligne tout à l'heure. Et là, je vois une question: que considérez-vous comme festival culturel d'importance? Ben, écoutez, de toute façon, ça c'est une question qui est propre à chaque territoire. Tout dépend bien sûr de mission initiale. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que chaque territoire, en fonction de sa taille, est capable et dans la capacité de programmer un festival qui témoigne de son dynamisme. Je vais vous donner deux exemples. Le Festival d'Avignon, ben, c'est l'un des festivals de théâtre les plus connus au monde, si ce n'est le plus connu au monde, donc qui draine à la fois dans le on et dans le off des centaines de spectacles. C'est un festival qui, aujourd'hui, je pense, est un peu surdimensionné. C'est-à-dire que, notamment, le off est devenu hyper important. Et quand vous êtes festivalier, bah, vous n'êtes pas dans les capacités d'aller voir tous les spectacles, même en restant 3 semaines à Avignon. Donc là, c'est sans doute une sorte de marché théâtral plus qu'un festival en tant que tel, puisque beaucoup de jeunes ben, se donnent la chance de pouvoir rencontrer des tourneurs qui vont repérer leur spectacle pour ensuite être diffusé le reste de l'année. Alors, c'est une partie, bien sûr, d'un rôle d'un festival. Donc, c'est un festival qui est important pour les artistes, qui jouent. Pour les festivaliers, ben, faire le choix entre le off et le on, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des festivals qui proposent une programmation, je pense notamment aux Vieilles Charrues ou d'autres,
ou alors là, vous avez des spectacles qui s'enchaînent et vous pouvez suivre pendant quelques jours une programmation qui vous est offerte. Donc ça veut dire que là, vous êtes dans des tailles complètement différentes, et puis vous avez des tout petits festivals qui, par exemple, vous avez des petits festivals de musique ou de musique classique. Je pense à la Chaise-Dieu, qui en termes d'accueil de visiteurs est moins important que le festival d'Avignon, mais qui a une notoriété mondiale au regard de la qualité de sa programmation. Donc c'est un festival d'importance, non pas tant sur le nombre de festivaliers accueillis, mais bien par la qualité de sa programmation. Et ça, je crois aussi, c'est absolument essentiel à bien comprendre. Donc, des festivals d'importance, vous avez eu de toute taille, de tout budget. Ça dépend aussi de la qualité qu'on veut se donner. Donc, tout festival peut être important, quelle que soit sa nature et quelle que soit sa taille. Une autre question qui est posée, les différences d'attractivité des territoires, le rôle des subventions joue-t-il un rôle prédominant? Oui et non. Si vous voulez, moi je crois aujourd'hui que le rôle des pouvoirs publics, c'est bien sûr de subventionner, de donner un peu d'argent à beaucoup d'opérateurs, mais c'est surtout d'initier des dynamiques. Je crois qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est principalement des acteurs privés. Donc il faut aussi sortir de l'idée traditionnellement acquise en France que seuls l'État et les collectivités vont financer la culture et vont financer le tourisme culturel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opérateurs privés qui peuvent être intéressés par cette dynamique-là. On en parlera durant la dernière semaine, notamment via des opérations de mécénat, par exemple, qui peuvent être tout à fait intéressantes pour les entreprises privées depuis la loi, notamment de 2003, dont on parlera. Mais donc, ça veut dire qu'ici, vous avez des questions importantes, et je crois que le rôle des collectivités, c'est bien sûr parfois de distribuer des subventions, mais c'est de mettre en dynamique, de mettre en relation les différents opérateurs, de faire que tous les opérateurs tirent dans le même sens, et ça c'est très important. On a en France trop la culture individualiste et pas assez la culture collective, contrairement à d'autres pays, je pense notamment aux pays anglo-saxons et notamment aux pays saxons, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, où vous avez une habitude de travailler collectivement avec des résultats qui sont relativement intéressants. Voilà pour répondre à cette question. Je vois d'autres remarques, notamment on constate dans les milieux ruraux de nombreuses industries d'anciens savoir-faire abandonnés, sur des patrimoines qui pourraient être mis en tourisme pour faire vivre, faire découvrir ces anciens savoir-faire au public. Quelles seraient les premières démarches à suivre pour engager une telle démarche? Alors c'est une excellente question, et je vais vous donner un exemple qui me vient à l'esprit, qui est vraiment un exemple absolument passionnant, notamment rencontré dans le cadre d'un programme organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, donc le CNFPT, d'Alsace, qui nous a présenté un cas absolument passionnant, avec une valorisation d'un site patrimonial. Je suis en train de rechercher le nom juste au moment où je suis en train de vous parler. Je vais vous le donner tout de suite. C'est le François Tacquart avec une reconversion d'une manufacture textile royale dans le parc textile de Wesserling. Wesserling, W-E-2-S-E-R-L-I-N-G en Alsace. Et là, je crois que c'est vraiment un exemple tout à fait intéressant d'une valorisation d'un savoir-faire industriel par le biais d'une association, donc au départ avec des tout petits budgets, mais qui a su diviser un territoire, tout à fait faire jurisprudence dans beaucoup de cas, dans beaucoup de petites vallées industrielles historiques, dans les montagnes, dans les moyennes montagnes, dans des territoires ruraux. Et je pense à Manon, je réponds à cette question. Regardez ce cas-là, et si vous voulez, on en reparlera lors d'une autre séance.
Voilà pour ma petite question. Et puis, je vois donc notre interlocuteur qui essayait de nous poser une question tout à l'heure via le micro, mais qui visiblement s'est effacé en fonction des conditions météorologiques. Donc l'archéologue n'a pas vocation d'interdire le progrès, mais on s'insinue, on rentre dans l'histoire s'il y a destruction et où se trouvent les nouveautés culturelles si on les efface. Alors, archéologie préventive, bien entendu, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, sont des fouilles fugaces qui durent quelques semaines. Au regard de l'historicité de ce qu'on trouve, c'est vraiment quelque chose de très éphémère. On essaye de sauvegarder quelques pans. Alors bien sûr, il y a des musées qui peuvent accueillir ces fouilles et l'objet de ces fouilles. Je vous encourage, si le sujet vous intéresse, à aller visiter par exemple l'un des plus beaux musées sur le sujet de l'archéologie, c'est celui de Librac, dont je crois nous avons parlé la semaine dernière, dans le Morvan, qui est un musée absolument magnifique et qui concentre une partie des fouilles archéologiques sur le mont Beuvray. Et je crois que là, c'est vraiment aussi quelque chose qui intéresse les visiteurs et qui peut passionner les visiteurs également internationaux. Voilà, cher Boris, je pense qu'il est quasiment l'heure. A-t-on encore le temps de... Là, nous sommes parfaits, nous sommes dans les temps, on va pouvoir rendre l'antenne et se donner rendez-vous à la semaine prochaine, mardi prochain, donc de 18h à 18h30, pour le troisième cours autour des métiers du tourisme culturel. Rendez-vous à la prochaine, mardi. Les séances et les films que nous avons tournés avec des invités, je pense, tout à fait passionnants, qui mettent en lumière les différents types de métiers, des métiers dans les collectivités, mais surtout, bien sûr, les métiers dans des entreprises. On va parler des métiers de médiation, beaucoup, des métiers notamment également de la relation avec le visiteur. Alors là, on va parler notamment, par exemple, de guides touristiques et puis des métiers liés à l'innovation, puisque certaines questions m'ont été posées aussi sur ce sujet, mais je pense qu'on le traitera la semaine prochaine. Merci. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci Boris. Au revoir. Au revoir à toutes et tous et merci pour votre présence. Passez une bonne fin de semaine. À la semaine prochaine.